2 minutes, 10 seconds and counting. One small step for man. On a marché sur la Lune, et vous, jusqu'où irez-vous? Alerte spoiler, vous n'avez pas besoin d'un business plan de 50 pages pour être entrepreneur. En fait, vous l'êtes peut-être déjà depuis des années au fond de vous, sans avoir jamais osé poser le mot dessus. Alors pourquoi ce blocage? Aujourd'hui, on démonte le mythe de l'entrepreneur parfait pour examiner la réalité. À Audencia, on voit d'ailleurs plein d'étudiants qui lancent leur projet entrepreneurial sans même avoir fini leur master. Et quand on est toujours en école, choisir la voie de l'entrepreneuriat, c'est aussi plonger dans l'incertitude. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune aujourd'hui à troquer le confort d'un parcours tracé contre la charge mentale d'un projet de start-up? Quels sont leurs déclics, leurs moteurs, mais aussi leurs plus grands blocages? Pour décortiquer cette réalité, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Delpech. Bonjour Claire. Bonjour. Claire est coach en entrepreneuriat et au quotidien, elle accompagne, conseille et observe des dizaines d'entrepreneurs. Pour préparer cet épisode, nous sommes allés poser des questions aux étudiants en spécialité entrepreneuriat à Audencia. D'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement Philippine et Donatien qui ont pu partager leur quotidien, leurs questions, leurs projets sur lesquels nous allons nous appuyer pendant cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler de quête de sens, du droit à l'erreur, et Claire nous partagera ses meilleures clés de coach pour passer de la bonne idée sur le papier à quelque chose de plus concret. Donc, bonjour Claire, merci d'être avec nous et bienvenue dans On a marché sur la Lune. Merci, on y arrive. Ouais, on y arrive enfin après la canicule. On a failli se croiser à Paris, mais on n'y est pas arrivé. Donc, nouveau complexe d'Audencia, parce que c'est un complexe, il est énorme. C'est même plus un campus, c'est un complexe. Je propose de te présenter rapidement. Oui, alors donc, je m'appelle Claire Delpech, je coach des dirigeants et des entrepreneurs depuis plusieurs années. Alors, mon métier racine est le métier de Gestalt thérapeute, qui est de la psychothérapie, et assez naturellement, je me suis formée au coaching d'impact, qui est une forme de coaching. On ne va pas forcément le développer particulièrement aujourd'hui, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ça me permet d'avoir aussi une vision de la psyché de la personne et du coup de l'accompagner au plus près lors de ces challenges entrepreneuriaux, parce qu'on va plus parler de ça aujourd'hui. Et mon parcours de vie a fait que j'ai eu énormément d'expérience en entreprise. Je suis moi-même entrepreneur depuis plus de 15 ans, même presque plus de 20 ans même aujourd'hui. Ce qui fait que quand j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants, je le fais aussi avec cette connaissance de vie et non pas juste avec une méthode, mais aussi avec tout mon parcours concret, on va dire. Ok, trop bien. Et du coup, comment t'es rentré un petit peu dans la sphère entrepreneuriale parce que tu dis que t'as entrepris, etc. Mais en fait, c'était quoi le commencement? C'est ça qui va être intéressant de regarder aujourd'hui parce qu'il va y avoir des échos avec les questions que j'ai pu voir. En fait, je suis pas rentrée en me disant je vais devenir entrepreneur. En fait, je suis rentrée parce que j'avais des choses que je voulais accomplir et il y avait besoin d'être à son compte ou de créer from scratch des choses. Et du coup, ça a pris après la forme de l'entrepreneuriat. Mais à la base, même, tu vois, je réfléchissais en amont de notre podcast d'aujourd'hui. Même quand j'étais étudiante, mais étudiante il y a longtemps, enfin, quand j'avais votre âge, concrètement, il y avait des choses que je voulais mettre en place. Tu vois, j'ai même donné des cours de salsa à une époque où j'étais à Londres et assez jeune, parce que je faisais le pont entre des... Enfin, moi-même, je dansais la salsa, puis je voyais qu'il y avait des personnes en entreprise qui étaient curieux, mais qui n'osaient pas trop y aller dans ce type de milieu. Du coup, j'avais créé des cours. Donc déjà, il y avait de l'entrepreneuriat là-dedans, mais c'était pas dans l'idée d'être entrepreneur. C'est, tiens, ça a de la valeur. Tiens, j'ai envie de le mettre en forme. Du coup, il faut avoir un peu des outils entrepreneuriaux concrets, mais aussi un certain mindset. Donc, ça a commencé déjà à cette époque-là. Et au fil de l'eau, même à l'époque où j'étais salariée à l'entreprise, il y avait des choses que je voulais mettre en place, donc j'ai continué à développer. On en parlera des différentes formes d'entrepreneuriat, mais déjà c'était là. Et puis après, ça a grossi parce que je me suis installée à mon compte en libéral. Donc ça, il y a besoin d'avoir soit un mindset à son compte, soit entrepreneur. Ça a grandi. Aujourd'hui, j'ai ma société. Donc voilà, c'est parti d'une envie de créer quelque chose et la forme qui est l'entrepreneuriat, c'est adapté pour soutenir ce quelque chose. Ok, super intéressant. Et alors on dit souvent que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plusieurs vies. Et je crois que ça s'observe. Est-ce que tu as des... Alors attention, rester professionnel, mais je veux dire, est-ce que tu as des passions dans la vie? Est-ce que ces passions vont avoir un impact au quotidien dans ton entrepreneuriat, quelque part? Oui, alors
De toute façon, vouloir créer quelque chose et du coup que ça prenne la forme de l'entrepreneuriat, il y a quand même besoin d'être un minimum passionné par les choses parce qu'on ne fait pas tout ça s'il n'y a pas de passion sur ce qu'on porte. Donc, j'ai envie de dire, la passion amène à l'entrepreneuriat, mais une fois qu'on y est, c'est bien d'avoir aussi d'autres passions que ce qui est porté via l'entrepreneuriat parce que sinon, ça enflamme tout. La passion, c'est feu. Et malheureusement, on a des exemples d'actualité. Le feu, ça enflamme. Donc, c'est bien aussi d'avoir d'autres passions qui permettent de pouvoir s'arrêter sur le sujet qui est devenu un sujet professionnel parce qu'on a envie aussi de faire d'autres choses. Donc, oui, bien sûr, le fait d'avoir d'autres passions fait que ça porte l'entrepreneuriat parce que ça permet de mettre son cerveau, ses émotions et même son corps sur d'autres sujets, ce qui fait qu'on revient après au contact ressourcé et pas brûlé par la passion première qui prend la forme de l'entrepreneuriat. Tu me dis si c'est pas clair. Hein. Non, c'est très clair, c'est très clair. Je sais pas si ça a grande valeur de te dire que je partage ton avis, mais de toute manière, ce qu'on observe un petit peu à chaque fois avec les gens qui viennent à notre micro, quelle que soit la forme du micro, puisque là on est en visioconférence, mais en général c'est toujours ça, c'est-à-dire il y a des passions, il y a autre chose autour pour enrober tout ça, quoi. Comment, pardon? Voilà, mais d'autres passions pour que ce soit assez fort pour qu'on ait envie d'y aller, parce que sinon le travail c'est passionnant, on y reste tout le temps. Donc Ouais, c'est bien. exactement. Non, mais on entend. Alors moi, je suis j'aime beaucoup le sport, donc peut-être que c'est un biais, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très sportifs. J'ai écouté un podcast de Mathieu Stéphanie. C'était pas préparé, mais tout à l'heure et justement, il est pas mal le sport aussi, donc Oui. c'est pas exhaustif, Mathieu Stéphanie, mais en tout cas, je pense que c'est un exemple. Comme on va beaucoup parler d'entrepreneuriat, moi, ce que je te propose, c'est que même si on l'a déjà abordé dans plusieurs épisodes, et je crois que ça devient un petit peu un rituel du podcast, est-ce qu'on pourrait définir l'entrepreneuriat ensemble dans un premier temps? Oui, alors, parce que chacun va Vaste avoir question. sa mission, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est la forme que prend le quelque chose que tu as envie de créer. Tu as envie de créer quelque chose et du coup, ça passe par l'entrepreneuriat. Après, il y a plusieurs façons d'être entrepreneur et toutes ont la même valeur. Après, les façons de mettre en forme sont différentes derrière, mais il y a des personnes qui vont être entrepreneurs, mais en plus d'un boulot salarié qui leur plaît aussi. Et c'est très bien parce que ça leur permet d'avoir cette passion-là et puis pour plein de raisons, ça a du sens d'être aussi salarié à côté. Il va y avoir des personnes qui, du fait de leur profession, donc toutes les professions libérales potentiellement sont entrepreneurs, mais là, il y a une histoire de mindset. Mon métier racine, donc gestalt thérapeute, la thérapie, on est à son compte. Et il y a deux façons de le faire, c'est soit à son compte, et c'est très bien, soit entrepreneur du bien-être. Donc ça, c'est des métiers qui amènent à ça. Mais avocat, dentiste, voilà, toutes ces professions libérales peuvent amener à l'entrepreneuriat parce qu'il y a un mindset derrière de créer des choses un peu différentes. Après, il y a entrepreneur qui est le solo entrepreneur. Donc, un projet, puis on est seul. Il peut y avoir des freelances qui travaillent pour nous, mais c'est quand même... Souvent, c'est des SASU, par exemple. La forme juridique, c'est intéressant de regarder aussi. Ça dit des choses. Donc, c'est solo entrepreneur avec, certes, des personnes en support, mais ça reste des solo entrepreneurs. Après, il y a l'entrepreneur qui commence à avoir son entreprise avec des salariés. Dans les startups, il y a beaucoup ça. C'est un stade en tant que tel, qui souvent mène, en fait, l'entrepreneur, au bout d'un moment, devient dirigeant. Et c'est important de faire ce switch-là quand le chiffre d'affaires et les projets suivent, parce que c'est pas tout à fait la même façon d'opérer, mais c'est un peu le dernier stade. L'entrepreneur, du coup, devient dirigeant. Enfin, c'est toutes les façons d'aborder l'entrepreneuriat. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a autant de profils d'entrepreneurs que d'entrepreneurs, évidemment. Mais je pense que c'est mieux d'avoir une définition assez large qui prend tout en compte. Donc merci pour ta réponse. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse maintenant un focus un petit peu sur l'étudiant, puisque Tout à fait, c'est le cœur du sujet du soir. Exactement. Les jeunes entrepreneurs du Crous, les étudiants entrepreneurs. Moi, j'aimerais bien un petit peu me focaliser sur la psychologie de l'étudiant entrepreneur. Alors, déjà, même sans parler d'étudiants, d'où est-ce que ça vient pour toi l'idée d'entreprendre chez quelqu'un? C'est forcément une personne qui est créative, même si elle ne le sait pas. Souvent, le créatif, on le lie aux arts ou quelque chose d'artistique. C'est pas du tout ça. On peut être tout à fait créatif avec Excel. C'est pas du tout le sujet. Mais c'est en fait
la motivation qui porte dans le temps, c'est j'ai envie d'apporter cette valeur-là, d'avoir cet impact-là. Alors, il peut y avoir aussi des raisons du type j'ai envie d'avoir un lifestyle différent, etc. Mais c'est pas suffisant s'il n'y a pas une vision de ce que l'étudiant a envie de porter. Voilà, ça, je sens que ça a de la valeur, j'ai envie de le développer, donc je le fais. Ça peut être quelque chose d'assez ponctuel, comme dans mon exemple personnel par rapport à la salsa à Londres. Hein. J'avais pas du tout l'ambition d'en faire une activité à terme, mais c'est plus sur le moment. Ça me botte, ça me porte, je sens qu'il y a vraiment un truc là, et de suivre l'idée. Ça, c'est vraiment ça qui mène à l'entrepreneuriat. Ok. Et à ton avis, je pose des petites questions un petit peu pièges, mais comment est-ce qu'on peut savoir si on est prêt à entreprendre ou non? On le sait pas. Ouais. On y va. On y va. En fait, le seul point de vigilance, c'est que ça, justement, je pense que la métaphore du feu est intéressante. C'est le feu, ça porte, c'est joyeux, c'est chouette. Mais à partir du moment où il devient incontrôlable et que ça brûle des zones de vie, là, c'est stop. C'est-à-dire que si on dort plus, on mange plus, il n'y a plus de vie sociale, vient un légume ou voilà, dans son ordinateur à faire des choses, là, ça va pas. Là, par contre, on sait que ça va trop loin, qu'il y a besoin de réguler ça. Mais il n'y a pas tellement est-ce qu'on sait qu'on est entrepreneur, c'est plutôt est-ce que je sens que j'ai envie de porter cette idée et que ça me rend joyeux. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la joie de faire ça. Entrepreneur, encore une fois, c'est une forme que ça prend. Et c'est vrai qu'entrepreneur, aujourd'hui, c'est un peu stylé de dire, voilà, je suis entrepreneur ou je mets ça en place. Mais il ne faut pas se laisser piéger par la forme. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Et puis après, ça passe par l'entrepreneuriat. Et oui, ça peut être stylé, mais parce qu'il y a une idée qui nous porte à la base ou l'envie d'une idée. C'est tiens, dans ce domaine-là, j'ai envie qu'il y ait quelque chose, je réfléchis à ce que ça pourrait être. Mais ça ne peut pas être j'ai envie de faire plein d'argent ou j'ai envie de choisir mes horaires, point. Ça ne sera pas suffisant dans le temps, en fait. Ouais, il y a cette histoire on y revient un petit peu, mais de passion et tu l'as déjà dit, mais de désir de créativité. Mais moi, vraiment la passion, j'ai l'impression que ça guide quand même pas mal, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais une espèce de passion pour une idée à un moment donné, on a envie de la Après, l'idée lancer. n'est pas forcément novatrice, il n'y a pas besoin d'aller chercher Oui, une oui. idée. Ça peut être aussi reprendre une entreprise familiale, mais ça a du sens. Ça peut être reprendre quelque chose de l'ordre du patrimoine. Ça peut être voilà, il n'y a pas besoin que ça soit une nouvelle idée disruptive ou autre. Ça peut être tout à fait simple, mais par contre, de sentir à l'intérieur, ah oui, ça, j'ai vraiment envie. Je fais un petit peu euh, j'ai fait un peu le corporate, mais c'est vrai que dans le podcast, on a reçu un étudiant, justement, qui lançait sa startup qui s'appelle Club. C'est une entreprise qui est sur Nantes. Et en gros, il disait très cash, là, ce que j'ai pas réinventé la roue. C'était un système de coupons. Oui. Et en fait, c'était pour les étudiants, etc. Mais parce que son entreprise, il y avait elle était claire, le message était clair et son business model était étudié et tout était vraiment très structuré, etc. Oui. Ça le fait. Ça, c'est un peu mal dit comme ça, mais Mais très certainement que ça avait du sens pour lui aussi. voilà. Ouais. Mais ça a du sens pour lui. Même on voit dans les choses innovantes, dans les banques, par exemple, surtout les banques en ligne. Aujourd'hui, on peut avoir des systèmes d'enveloppe, de budget. Mon arrière-grand-mère, elle faisait ça. Hein. C'est pas innovant, c'est juste que c'est en ligne. Ça s'adapte. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas besoin d'avoir une idée transcendantale. Même parfois, c'est pas ce qui marche le mieux parce que le time to market n'est pas toujours bon. Mais c'est plutôt que ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Puis après, suivre l'envie peut donner d'autres idées qui, elles, peuvent être disruptives, mais sur une base qui est déjà solide. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'attendre d'avoir l'illumination, la transcendance. C'est ce qui viendrait du en haut, c'est plutôt est-ce que j'ai envie, est-ce que je sens que vraiment là, yes, il y a un truc. Ouais, ok. Alors, on en a un petit peu parlé, mais l'entrepreneuriat, donc il y a le projet, il y a l'entreprise, mais il y a aussi le quotidien. Toi, tu parlais de lifestyle, etc. C'est vrai que c'est un quotidien un peu particulier quelque part et qui peut avoir tendance à s'éloigner de contrats plus classiques. Justement, quand on interroge les étudiants qui se lancent, le premier argument qui revient souvent, c'est le refus de la routine. Mais quand on regarde la réalité de la vie d'un start-upper, par exemple, ou ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux avec les influenceurs business, etc., on a l'impression que l'entrepreneuriat, ça impose une routine plus stricte, avec par exemple, on peut se dire je vais volontairement un petit peu dans le cliché, des rituels matinaux, des semaines de 80 heures,
une autodiscipline de faire. Est-ce que paradoxalement, entreprendre, c'est pas juste s'enfermer dans une autre forme de routine? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir alors, des étudiants ou pas, en étant bien évidemment discret, des gens qui justement calquent un petit peu leur lifestyle sur ce qu'on peut trouver sur des réseaux où ils sont une fausse idée et t'es obligé de les ramener un petit peu à la réalité? Alors, une fausse idée, oui, il y en a plein, des fausses idées. Bon, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est des vitrines, donc ça peut être une vitrine authentique, mais bon, la grande majorité, c'est plutôt d'envoyer des paillettes, donc il faut faire quand même vraiment très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un lifestyle différent, mais parce que c'est choisi, mais ça peut être un peu boring quand même. C'est-à-dire que la réussite, je suis désolée du terme, mais c'est très chiant la réussite. C'est la répétition de choses qui fonctionnent, mais il faut répéter, répéter, répéter. La grande différence, c'est que c'est choisi. Et puis, voilà, en coaching, quand je coach un entrepreneur, qui soit étudiant entrepreneur ou entrepreneur confirmé, on regarde aussi pour que ça soit vraiment la routine de la personne, quelque part le boring de la personne. Donc, du coup, elle peut répéter, voire même qu'elle mette du fun dedans. Mais on ne passe pas à côté du côté routinier. Ça, il y a toujours la répétition, en fait, la clé de la réussite, c'est la répétition. Après, il faut répéter la bonne chose, mais il y a toujours le phénomène de répétition. Donc, voilà, là, il y a quand même un cliché qui est véhiculé de la nouveauté, quelque chose de tout le temps différent. Non, au final, c'est quand même tout le temps un peu la même chose. Par contre, là, je dis pour les personnes qui seraient inquiètes, parce qu'il faut que je me lève à 5 heures du matin, que je fasse une morning routine, quand on en a jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Non, c'est vraiment personnel. Il y a des personnes qui sont du soir, des personnes qui sont du matin. Par contre, c'est important de ne pas calquer ni la routine des entrepreneurs réseaux sociaux, ni la routine en entreprise. Là, je parle plutôt des dirigeants des entrepreneurs qui sont des anciens dirigeants ou qui ont été en entreprise, qui ont tendance à en fait refaire la même chose, mais c'est plus lourd parce qu'en fait, ils portent la structure. Il y a vraiment besoin d'avoir un rythme qui est différent parce que, en fait, la valeur apportée est plus impactante. C'est-à-dire que quand on y est, quand on est au travail et qu'on est entrepreneur, c'est notre action qui va avoir un impact. Quand on va en entreprise, on peut aller prendre un café pendant 1 heure, ça ne change rien au résultat. Donc, il y a besoin quand même de crafter quelque chose de différent et surtout qui soit propre à la personne. Exemple, je vais le mettre dans le champ. Moi, je sais que je ne suis pas du tout du matin, moi, avant 10 heures, voilà. C'est pas là où j'ai mes plus grandes idées. Alors, il y a des choses que je peux faire, il y a des consultations, des séances, mais tout ce qui est novateur, c'est pas là. C'est vrai qu'à l'époque où je travaillais en entreprise, c'était difficile pour moi, même en étant à Paris, par exemple, où on travaille plus tard, parce que en fait, les premières heures de la journée, ça ne rien quelque part. J'étais là pour faire acte de présence. Par contre, à 18 heures, où c'est mon horaire pic en termes de créativité, c'était le moment où je devais commencer à envisager de partir. Donc, j'étais pas du tout, ça me demandait beaucoup d'énergie pour moins de résultats. Là, aujourd'hui, mon énergie est calquée sur mon rythme. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, j'ai toujours une routine. Et ça peut être vu comme boring. Je ne suis pas en train d'escalader l'Himalaya tous les jours, loin de là. Ok, bon, hyper intéressant. Ça défriche un petit peu les idées reçues, etc. Finalement, on parle des fois de la vie de freelance, faire un peu comme on veut, etc., les horaires, etc. C'est un entrepreneur, c'est un espèce de freelance. Alors, c'est vrai, un freelance est un entrepreneur, mais je veux dire, il y a un petit peu cette idée-là d'adapter ses horaires, en fait. Voilà, on les adapte pour que ça soit beaucoup plus sympa. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Ça reste vrai. Mais il y a quand même... faut quand même bosser, quoi, concrètement. On passe pas à côté de ça. On bosse quand même. Bon, c'est rassurant. Il n'y a pas de métier miracle comme ça. Alors, il y a autre chose, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens qui vont faire trop et qui vont jamais réussir à se détacher? On peut travailler, même si on adapte ses horaires. Il y en a qui ont tendance à en faire trop. Est-ce que ça arrive plus souvent qu'on le croit? Et quand est-ce qu'on voit que on en fait trop, justement? Alors oui, ça arrive en fait. Tout le monde, à un moment donné, arrive
dans cet écueil-là. Alors, il y a aussi des phases dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'au début, la phase de lancement, c'est un peu comme une fusée, justement. Pour reprendre, on a marché sur la Lune, c'est l'idée d'une fusée. Au début, ça demande énormément d'énergie, donc c'est un peu normal que le reste passe un peu en second plan. Il faut quand même qu'il y ait un minimum, mais c'est normal que le reste passe en second plan. Ce qui est gênant, c'est qu'une fois que la fusée est lancée, de rester sur ce mode-là, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un burn-out et que du coup, la fusée, elle va faire demi-tour parce qu'il n'y aura plus de jus. Donc, il y a un moment donné, il y a vraiment des phases aussi dans l'entrepreneuriat. Paradoxalement, c'est moins faire qui fait qu'il y a plus de résultats. Parce qu'au début, c'est normal d'être au four et au moulin, même s'il y a des ressources, mais voilà, même dans un bureau, de faire, je sais pas, même ramener le papier toilette, enfin voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de métier. Parce que au début, c'est comme ça, et puis c'est important aussi de bien comprendre, même la partie comptable, voilà, pour avoir quand même des bases. Mais au bout d'un moment, si au lieu de passer du temps à aller marcher pour avoir des idées, pour voir quelle forme ça peut prendre pour la suite, la personne est toujours en train de changer de papier toilette, il y a un vrai problème, ça bloque. Donc déjà, il y a sur le cœur du travail, il y a un moment donné, ça doit switcher. Et par ailleurs, même dans la phase de lancement de la fusée, c'est important de garder une vie autre que le projet. Même s'il peut y avoir des ponts entre le professionnel et le personnel, bien sûr. Mais comme tu disais, par exemple, le sport, c'est vrai que les entrepreneurs sont beaucoup sport, même les non-sportifs, parce que ça permet de revenir dans le corps et aussi, déjà pour la santé, c'est important, mais de revenir dans le corps et du coup aussi d'avoir des nouvelles idées. La période estivale sur laquelle on arrive, là, pour les entrepreneurs, c'est vraiment important d'avoir un vrai break, parce que sinon, ça se paye en septembre, il y a moins d'énergie. Donc, il faut faire vraiment attention aux bases. Et il y a un moment donné aussi dans l'entrepreneuriat, une fois que la fusée est lancée et que voilà, ça peut rouler un peu tout seul, d'avoir là pour le coup un lifestyle qui est beaucoup plus sympa et beaucoup plus instagrammable, parce que c'est en allant faire une balade, en allant prendre un café, en écoutant de la musique que les idées arrivent, parce qu'il y a de la détente. Et du coup, on peut utiliser l'hémisphère droit de notre cerveau, les idées, l'intuition, le ressenti, pour là aller plus loin. Sinon, ça stagne. Et puis ça finit en burn-out, c'est sûr aussi. Et donc là, tu parles un petit peu de méthodes pour réussir à se relancer, etc. Est-ce qu'il y a des méthodes pour complètement se détacher? Alors, tu as parlé un petit peu du sport, etc. Bon, en fait, je pense à ça parce que c'est vrai que on avait Luca Filippono, c'est le fondateur de Club. C'est la startup dont je te parlais tout à l'heure. C'est pas exprès, c'était dans mes notes, mais ça tombe trop bien. On lui fait plein de pubs. Non, mais il nous parlait beaucoup des amis. C'est-à-dire que lui, il n'était pas trop sport, mais en fait, sa vie sociale faisait qu'il arrivait à décrocher et ça lui faisait énornormément de bien, par exemple. Voilà, d'être vraiment sur autre chose. C'est l'idée aussi que le cerveau se mette sur autre chose. Du coup, c'est un muscle, le cerveau, donc c'est sa période stretching, là. Du coup, il se stretch, il pense à autre chose. Et il y a des idées qui peuvent arriver. Et puis, si ça arrive, c'est pas le moment de les mettre en action. C'est juste d'avoir un carnet pour les noter parce que tu sais que tu vas t'en occuper plus tard. Mais oui, c'est très important d'avoir cette base-là. Et même, parmi les grosses erreurs des entrepreneurs, même qui sont déjà lancés, c'est de faire l'été des vacances courtes, par exemple. C'est la plus grande erreur business. J'ai une vidéo qui va sortir d'ailleurs là-dessus, un t-shirt là, à la rentrée, parce que du coup, au-delà de la fatigue physique, en fait, il n'y a plus de lieu pour les idées et ça va être juste une répétition de ce qu'ils font déjà. Et on n'est pas entrepreneur pour faire tout le temps la même chose, sinon on est à son compte à ce moment-là, mais c'est un autre mindset. Ok. Moi, j'aimerais bien parler d'un autre stéréotype que l'entrepreneur qui fait que travailler, avec la morning routine, avec les glaçons, etc. C'est que pour être entrepreneur, il faudra avoir une fibre commerciale hyper développée, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être un commercial dans l'âme pour réussir son projet? Et est-ce qu'il y a peut-être t'accompagnes des profils toujours restant discrets évidemment, mais des profils plus timides ou alors plus techniques, créatifs? Est-ce que tu en accompagnes des gens comme ça? Oui, même c'est la grande majorité. En fait, être commercial, c'est pas du tout la clé de la réussite. Être passionné, oui. Être porté par son sujet, oui. Parce que du coup, naturellement, on peut en parler de façon enthousiasmante. Et du coup, l'autre est enthousiasmé, ça donne envie. De la même manière que, par exemple, si tu as un ami qui adore les brocolis et toi pas du tout, mais le fait qu'il en manière de se dire, en fait, j'ai peut-être loupé un truc, c'est peut-être sympa les brocolis, tu vois. C'est vraiment ça, c'est la passion qui fait que tu as envie d'aller voir. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'être commercial. Et puis, tel que c'est fait majoritairement, commercial, ça peut être aussi dans quelque chose de peu authentique, un peu avec des techniques. Donc, ça ne marche pas du tout, ça. Et c'est normal, parce que les personnes sentent que ce n'est pas tout à fait ça. Je ne dis pas que les commerçants sont forcément tous là-dedans, mais c'est la façon
ça arrive, ça peut être ça. Donc, c'est plutôt d'être convaincu par son sujet, ou en tout cas assez porté par son sujet pour avoir envie d'en parler. Et même en étant timide aujourd'hui, surtout à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, de tout ce qui existe, même les réseaux sociaux, pour les timides, ça peut fonctionner parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'être en vidéo, ça peut être un audio, ça peut être des images générées, du moment que le discours est vraiment porté par la personne et pas par une intelligence artificielle, parce que ça se sent tout de suite. Donc, c'est vraiment, on peut porter des choses. Moi, je sais, par exemple, j'ai une portée assez loin. Enfin, je touche beaucoup de personnes. Je suis assez peu hors de Paris au final. Mais c'est plus dans l'idée que je vais mettre dans le champ pour que ça soit quelque chose de concret. Moi, j'aime bien pouvoir donner de la valeur lors de podcasts ou des vidéos parce que je sais que ça aide. Après, que les gens viennent ou pas, c'est un peu le byproduct. Bah, s'ils viennent, très bien, puis on regarde. Mais s'ils viennent pas, je sais que j'apporte de la valeur et ça me fait plaisir en tant que tel. Du coup, je suis pas commerciale, je rends un service quelque part en donnant de la valeur et puis naturellement, ça revient. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'être dans une démarche, un démarchage, quelque chose de l'ordre du forcing. C'est plus de trouver son style pour pouvoir en parler et de le mettre en forme. Et ça, c'est la stratégie après sur la base de son style. Et ça, c'est quelque chose en coaching qu'on fait très, très régulièrement. Donc non, il n'y a pas besoin d'être commercial. Ok. Ouais, ok. Bon, il y a des métiers aussi pour ça, hein, donc forcément. Aussi, puis après, si l'entreprise grossit, il peut y avoir des commerciaux, mais même lors du recrutement, c'est important d'avoir aussi des personnes qui sont en lien avec les valeurs de base. Sinon, il va y avoir une dissonance. Ok. Bon, c'est super clair. Tu as parlé d'intelligence artificielle. J'aimerais bien t'interroger, te poser la petite question. C'est quoi pour toi la place de l'intelligence artificielle dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est un super outil pour tout ce qui est relou à faire, je vais te le dire comme ça, les factures, à tout moment que tu paramètres bien, que tu lui expliques bien, etc. Donc, tout ce qui est un peu administratif ou autre, tout en ayant un œil, bien sûr, pour vérifier que c'est dans les clous. Pour trouver des informations, même juridiques, à vérifier derrière, mais c'est vraiment un gain de temps là-dessus. Par contre, ça s'arrête un peu là, en fait. C'est aujourd'hui, en tout cas, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs, même sur des faits, même encore ce week-end, je demandais des choses, puis c'était pas du tout ça. Ça peut générer, par exemple, des images parfois pour Instagram ou autre, mais il faut que ça soit très drivé. La réflexion en profondeur, par contre, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. En plus, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, mais en fait, au final, ça va être un flop derrière parce que ça va pas amener une pensée différente. Ça parle du niveau de conscience de l'humain tel qu'il est aujourd'hui. Il y a des niveaux de conscience tellement différents qu'au final, ça fait une espèce de moyenne qui ressemble à rien. Donc, oui, un super outil vraiment pour tout ce qui est relou à faire, les factures, avoir des infos juridiques, pour avoir une première réflexion sur des choses, écrire des lettres. Voilà, j'ai besoin d'écrire tel message, voilà ce que j'ai à dire, j'ai la flemme de mettre en forme. Pas de souci. Par contre, sur les réflexions en profondeur, aujourd'hui, c'est même une limite parce que du coup, ça donne l'illusion qu'il y a une réflexion, mais en fait, ça se sent, les posts même sur LinkedIn, c'est souvent, il y a quand même beaucoup d'intelligence artificielle. On sent tout de suite quand c'est un peu en surface au final. Ouais. Il ne faut pas oublier que les personnes qui lisent aussi avec, je parlais d'hémisphère droit, c'est aussi l'intuition, le ressenti. Du coup, elles sentent que c'est pas ça et ça ne va pas donner envie de rester. Ouais. Ok. Bon, je tenais à t'interroger, tu m'y as fait penser parce que c'est vrai que on relie, il y a les glaçons et il y a l'intelligence artificielle et au noyau, il y a l'entrepreneur en termes de clichés de l'entrepreneuriat. Donc, voilà, alors, c'est bien. Ça dit aussi okay. notre niveau de l'humanité où maintenant on est plus sur, on a envie d'apporter de la valeur. Et donc tout ce qui est casse-pied, du coup, délégué, donc c'est bien. Mais ça remplacera jamais la réflexion humaine, c'est pas possible parce que dans la réflexion, il y a l'émotion. Ça, elle peut pas faire. Elle peut simuler. Donc, parfois, moi, j'ai eu Claude, pour ne pas le nommer, qui m'a dit « Je me suis trompée, c'est un calcul de tête, c'est trop compliqué pour moi. » Une machine, ce n'est pas possible que tu aies autant d'émotions. Mais voilà, l'émotion n'est pas créée par l'intelligence artificielle, c'est pas possible. Ouais, ok. À nuancer. Je parle de l'intelligence artificielle, hein. Je parle pas de ce que. Oui, j'entends bien. Non, mais après, chacun prend. Pas qu'il y ait de quiproquo. Non, mais oui. Non, mais bien sûr, donc à utiliser avec intelligence. Alors, on passe de l'état d'esprit, etc., quelques clichés, à maintenant l'idée, la mission, le projet. Moi, donc, comme je disais au début en introduction, j'ai pu échanger avec deux étudiants, Donatien et Philippine, qui avaient tous deux des projets entrepreneuriaux. Alors, Donatien, il avait développé,
il est en train de développer plus exactement une solution d'automatisation de gestion pour les petits commerçants en Afrique de l'Ouest, avec Mhm. voilà une mission d'inclusion numérique. Et de l'autre côté, on a Philippines qui s'est focalisé sur la performance et le bien-être quotidien par le sport, l'alimentation, à destination des cadres et des dirigeants. C'est un peu deux salles, deux ambiances, Mhm. mais bon, ils ont quand même un point commun, Oui, c'est c'est des idées l'entrepreneuriat. intéressantes, les deux. Exactement. Toi, en tant que coach, si un étudiant il arrive ou il est arrivé avec une idée très forte sur le papier, quelles seraient tes clés pour l'aider à valider que son projet répond à un vrai besoin et qu'il ne s'enferme Mhm. pas dans une fausse bonne idée? Mhm. Alors déjà, je vais m'assurer que ça correspond à sa vraie ambition. On va pas tellement parler du projet au début, on va parler de la personne. Donc une ambition qui soit sympa, hein, qui soit porteuse, qui donne envie, mais qui soit vraiment la sienne et pas quelque chose un peu égotique. Parfois, il peut y avoir ça pour plein de raisons. Ça peut être assez subtil, hein. Parfois, soi-même, on s'en rend pas compte. Donc, de vérifier que ça correspond vraiment à quelque chose de personnel qui lui ferait du bien. Donc, parfois, l'ambition n'est pas assez forte et parfois, elle est soit trop forte par rapport au timing, c'est-à-dire ça peut être ça, mais c'est dans un second ou troisième temps, et parfois elle est un peu décalée. Donc c'est oui, il y a une ambition, mais en fait ça devrait pas être là, ça devrait être à un autre endroit. Donc je pars toujours de la personne, de est-ce que ça pourrait lui faire du bien, parce que c'est d'avoir de l'ambition, des projets, c'est super, ça permet de se développer en tant qu'être humain, d'aller chercher des ressources. C'est aussi pour ça que le développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est vraiment très lié, parce que sinon on devient sa propre limite. Mais déjà, est-ce que ça fait du bien à la personne, que ça correspond? Ensuite, une fois que ça s'est clarifié, il y a plein de choses qui sont faites en séance, mais j'entends aussi la question du time to market, ou est-ce que par rapport au market, ça le fait. De toute façon, aujourd'hui, faire du test and learn, c'est assez rapide. À moins de vouloir monter une usine où là, il y a quand même un coût à l'entrée qui est énorme. Il y a vraiment l'idée de tester auprès de certaines personnes choisies pour voir comment ça fait et même ce que ça fait à l'entrepreneur. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie d'ajuster? Donc là, il y a vraiment aussi l'idée du one-person shift, qui est une expression souvent utilisée dans l'entrepreneuriat. C'est l'étape d'après, de voir ce que ça fait et sur cette base, le faire. Le mental, il est très fort pour projeter. Et ça, c'est rassurant parce que ça permet de voir est-ce que ça le fait ou est-ce que ça le fait pas. Le problème, c'est que le mental, il a un peu le côté intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il se base sur les données déjà existantes. L'idée d'aller au contact avec l'expérience, le one-person shift, voilà, qu'est-ce que ça me fait? Du coup, il y a des infos émotionnelles. J'y suis allée, j'ai pas aimé. Ou j'y suis allée, j'ai quitté. Et sur cette base, on peut ajuster. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça, voilà, c'est pas d'avoir un plan quinquennal ou un plan un marketing stratégique énorme. C'est déjà dans une sphère, il y a plein de choses qui sont proposables et qui apportent de la valeur. Et en fonction du ressenti, de ce que ça fait et des retours, de développer. Toujours, le passage à l'action est toujours la clé de toute façon. Mais une fois que c'est déterminé que pour la personne, c'est sa vraie ambition et pas soit pas assez, soit trop pour le moment, soit quelque chose qui est peut-être l'ambition d'une autre personne ou une ambition projetée. Ok. Donc, alors, si je comprends bien, toi, t'es pas là en fait pour juger l'idée. Tu vas pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. T'es plus pour voir si c'est raccord avec la personne et peut-être l'encourager à. Bah, en fait, c'est le marché qui va décider. Voilà. Euh, Après, évidemment, s'il y a un truc pas éthique, de toute façon, je ne prendrai pas oui, en non mais. copie, ou quelque chose où je sens que la personne pourrait se faire du mal, là, je regarde. Mais non, parce que en plus, tu vois, il y a plein d'exemples de l'histoire de produits qui sont des succès énormes, l'iPhone, la voiture. Si on avait écouté le marché, ça n'existerait pas en fait. Donc, il y a vraiment un critère qui est essentiel, qui semble un peu éthéré comme ça, mais c'est l'envie. C'est l'envie, c'est vraiment quand tu sens que tu es porté par le truc, tu sens qu'il y a un truc, même si tu sais pas quoi encore. C'est très important de le suivre parce que c'est là où il peut y avoir des idées différenciantes, même si peut-être que c'est pas une différence énorme comme la voiture par rapport au calèche avant ou le smartphone par rapport au téléphone fixe avant, mais quand même, il y a quelque chose à aller suivre. Ok. Donc, ouais, ouais. Oui, donc, bien sûr, à utiliser en toute intelligence, encore une fois, c'est comme Oui, l'intelligence voilà, et c'est pour ça mais que oui, ok, avec un processus, c'est que seul, il y a des zones aveugles, c'est pas possible de voir. ok. Donc, de pas s'inquiéter si la personne, en entendant la réponse, se dit oh je vois pas, bah oui, il y a des zones aveugles, c'est normal, on est des êtres humains. Ok. Bah, on parle un petit peu tu nous parles un petit peu de sens, etc. Est-ce que tu penses qu'entreprendre uniquement pour gagner de l'argent, c'est bien,
bien entreprendre, est-ce que ça va durer sur le long terme? On l'a déjà un petit peu abordé, mais j'aimerais bien te réemmener sur ce Oui, sujet-là. Et comment est-ce que tu pourrais accompagner un entrepreneur pour qu'il évite justement de tomber dans le piège du business pour le business et qu'il ouais. construise une proposition de valeur qui soit à la fois durable et rentable? Alors, si la personne a une valeur argent, qui est la valeur numéro 1 dans sa vie, ça fonctionne. Trump, par exemple, c'est l'exemple, enfin, c'est un entrepreneur, valeur argent. Je parle pas de la politique actuelle, je parle vraiment de son parcours entrepreneurial, ça fonctionne. Hmm. C'est quand même assez rare les personnes qui ont la valeur argent numéro 1. Par contre, en tant qu'entrepreneur, surtout lors des lancements, c'est important que ça soit dans le top 3, de le remonter un peu artificiellement la valeur pendant le lancement, parce que sinon, ça va pas être rentable, ça va pas être possible. Donc, faire pour l'argent, à moins d'avoir ça dans la valeur numéro 1 avec l'exemple que j'ai donné, ça fonctionne pas. Donc, en gros, pour 99,9% de la population, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'argent, au bout d'un moment, c'est pas ça qui porte, en fait. C'est Hmm. surtout que au bout d'un moment, surtout l'entrepreneuriat, ça peut vraiment amener beaucoup de richesse financière. Ça devient un peu, faut de l'argent, mais il faut avoir des choses à acheter aussi. Donc, tu vois, s'il y a beaucoup d'argent, mais qu'il n'y a rien qui te fait kiffer, l'argent en tant que tel, c'est juste un billet ou des chiffres, donc ça fonctionne pas en tant que tel. Par contre, il faut quand même le faire un peu pour l'argent. Enfin, c'est pour ça que je parlais du top 3, parce que pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat et le développement, même pour soi-même, d'avoir des temps de ressourcement, des outils, même l'intelligence artificielle, il y a un abonnement, il y a quand même besoin d'argent pour pouvoir Hmm. donc, le faire pour l'argent, numéro 1, non. Par contre, il faut quand même que ça soit dans le top 3 des préoccupations, en tout cas des focus. Sinon, ça ne tient pas. Et c'est dommage. Moi, j'ai vu beaucoup de projets. C'est souvent dans les domaines plus humains ou humanitaires où il y a ça. Mais comme l'argent n'était pas en figure ou pas regardé, du coup, ça tombait à l'eau puisqu'on est dans un système argent. Donc, il y a besoin de cette ressource-là aussi. Et du coup, il y a besoin de voir ce que ça fait à l'intérieur, d'être intéressé par l'argent, parce que c'est toute une histoire. Et on tisse des ponts avec le fait de trouver du sens, etc. Voilà. C'est Mais parfait. Et alors, j'aimerais bien reprendre ton exemple de Trump, si on prend des Américains, parce que c'est des Américains, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Je veux dire, l'exemple est très parlant. Par exemple, il y avait Jeff Bezos à Vivatech, ou alors Elon Musk. Est-ce que ces gens-là, tu dirais qu'ils font ça pour l'argent? Et j'aimerais bien mettre ça en parallèle avec en fait la majorité des entrepreneurs où là on pourrait se dire quand même ils font pas ça que pour l'argent, sinon on serait peut-être tous Trump ou pas. Enfin je sais pas, mais suivant sur si Oui, on est doux non. avec l'argent ou quoi. En fait, ça dépend des domaines d'entrepreneuriat. Il n'y a Ok. pas que les startups, il n'y a pas que la tech. L'entrepreneuriat, c'est très large. On peut faire de la poterie et être dans l'entrepreneuriat. Hmm. En fait, il faut qu'il y ait un pourquoi, en 2 mots, une direction qui est fort. Parfois, il y a des entrepreneurs qui montent dans une entreprise pour l'argent, pour pouvoir faire autre chose avec cet argent. Pouvoir vivre de leur art ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même un pourquoi qui est fort. Le faire que pour l'argent et l'ego, encore une fois, si l'argent est la valeur numéro 1, oui, mais ça enferme quand même dans quelque chose parce que même si vraiment l'argent c'est important dans la société dans laquelle on vit, c'est vraiment important de le travailler. Ce qui nous permet de gagner de l'argent, les qualités qui nous permettent de gagner de l'argent, d'attirer à soi de l'argent aussi, on a aussi besoin pour attirer à soi d'autres choses dans la vie qui ne sont pas monétisables. Ne serait-ce que la santé, c'est aidé par l'argent, mais tu as beau avoir énormément d'argent, si tu manges comme dans Super Size Me, là, le documentaire sur fast food, là où tu prends le menu XXL, ça commence à dater, ça fait plus de 20 ans ce documentaire. Tu as beau avoir de l'argent, c'est pas ça qui fera que tu as de la santé. Donc, pour revenir à ta question, il y a une possibilité de faire beaucoup d'argent et c'est important de l'intégrer. Parce que ça permet d'avoir un impact sur le monde, mais après, en fait, c'est un amplificateur de qui on est. Donc, si l'impact que tu as envie d'avoir sur le monde, c'est égotique uniquement, ça sera égotique uniquement. Si tu as envie d'avoir une bonne vie pour toi, parce que ça commence toujours par soi, sinon on ne peut pas bien faire les choses, et pouvoir faire des dons, créer des choses, créer des entreprises, donner de l'emploi, et que ça ait du sens, créer de la valeur. Il y a tellement de choses. Enfin, on a vraiment du travail, il y a plein de choses à faire. Là, ça fonctionne. Parce que du coup, il y a un pourquoi personnel, chacun a son pourquoi, qui est fort. Ok.
Ok, bon, c'est hyper clair. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une espèce de petite séance coaching, En live. séquence coaching, exactement. Je vais te soumettre deux problématiques très précises, très concrètes que traversent nos deux étudiants préférés, Philippine et Donatien. Mhm. Alors, t'as ta casquette de coach bien vissée sur ta tête. Imagine qu'ils sont en face de toi. Euh, Philippine a posé la question, comment est-ce que je pourrais structurer mes prochaines étapes pour être sûr de prioriser les bonnes actions et aller vite vers le concret et éviter de me disperser. Alors, il n'y a Mhm. pas trop de contexte parce que tu connais pas trop le projet, mais qu'est-ce que tu pourrais dire quand même à partir de ça? Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, quel que soit ce qu'elle met en place, il y a toujours des cycles dans ce cycle. Il y a toujours, ça peut être un cycle lié au calendrier. Là, on arrive à l'été, donc entre le 14 juillet et 15 août, de manière générale, en France, il ne se passe pas grand-chose. Ça peut être des cycles en lien avec ce qu'elle est en train de lancer. Si le cycle est trop long, type plus de 3 mois, il y a besoin de réduire pour qu'elle puisse vraiment focaliser son énergie sur le cycle en question. Voilà, ce cycle-là, je m'occupe de ça, c'est ça qui est important, parce que sinon le mental, il va vite, c'est l'énergie R, le mental, il va très vite, très Mhm. loin, et puis ça peut être, oh alors dans 3 ans, il va y avoir ça, non. De toute façon, tant que le cycle en question n'est pas terminé, le cycle d'après, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Vraiment rester dans l'ici et maintenant du cycle en question pour pouvoir s'en occuper en tant que tel. Donc définir des cycles. Et si le cycle est trop long, encore une fois, il y a un cycle dans le cycle. C'est vraiment important. Une journée peut être un cycle aussi parce qu'il y a besoin de pouvoir ramener toute son énergie sur ce qui se passe là dans le moment. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'elle a déterminé le cycle dans lequel elle est, encore une fois, pas trop court mais pas trop long non plus, besoin de regarder, donc voilà, ce cycle, je vais me consacrer à ça. Et dans le ça, qu'est-ce qui est dans sa zone d'influence? C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a 3 zones. Il y a la zone du monde, qui est large. Enfin, il se passe des choses et voilà, c'est une création collective, mais nous, à titre individuel, on ne va pas faire grand-chose. Enfin voilà, euh, une guerre, malheureusement, il y en a plusieurs en ce moment en cours dans le monde. T'as beau décider qu'elle s'arrête, ça change rien. Ça, c'est une co-création du monde. Donc ça, c'est loin. Les canicules qu'on a eues, c'est dans le monde aussi. Et on s'ajuste avec ça. On l'a illustré ensemble pour la date de tournage du Ouais, podcast. exactement. Donc ça, c'est le monde. Voilà. Ouais. La zone 2, c'est la zone qui est partagée avec un autre ou des autres. Et il y a des zones 2 qui sont loin, parce que c'est quand même le monde, ça peut être faire partie d'une association, il y a 15 personnes, donc 15 personnes, ça fait quand même beaucoup de personnes qui co-créent. Mais dans les relations, c'est aussi une zone partagée, une relation où il y a 2 personnes déjà. C'est plus simple d'avoir un impact puisque chacun a la responsabilité de ce qui se passe dans la relation ou dans le projet. Et ensuite, il y a la zone 1 qui est l'équivalent de tu vis seul, tu ranges ta chambre, elle est rangée, et si tu ne ranges pas, elle n'est pas rangée. Voilà, c'est que toi qui influence. Donc ça, c'est vraiment les zones 1, 2, 3. Donc elle puisse regarder dans ce qu'elle a à faire, qu'est-ce qui dépend du monde. Alors s'il y a trop de choses qui dépendent du monde, il y a quelque chose à revoir dans le projet. C'est que ça va être compliqué à mettre en place. Qu'est-ce qui dépend de la zone 2, mais quand même un peu loin? La zone 2 où elle a vraiment une influence, et puis sa zone première où elle peut faire les choses. Et qu'elle se concentre vraiment sur les actions de la zone 1 et 2 proches. Parce que du coup, il y aura un impact. Et le reste, de pouvoir lâcher et de voir ce que ça donne et d'ajuster ses propres actions 1 et 2 en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, là encore, c'est très simple d'aller loin et d'aller sur des sujets, tu peux rien y faire. Et du coup, tu te dévitalises, tu n'as plus ton énergie pour mettre ton énergie là où tu peux. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans la zone 2, qui est partagée dans une 3e étape. Alors après avoir son projet, où est-ce qu'elle en est, les ressources qu'elle a, mais à terme, c'est aussi de déléguer. Il y a des choses, ces zones 2 partagées, mais est-ce que ça doit être vraiment moi? Ou si c'est pas possible tout de suite, c'est de noter. Note pour plus tard, ça sera délégable après, pour qu'elle puisse vraiment garder son énergie là où elle a de l'impact et où elle peut faire une différence. Alors ça serait vraiment pour la priorisation, les 3 étapes, le cycle, les zones d'influence et la délégation. Ok, hyper clair, hyper clair. Donc Philippine, un chèque C'est souvent le cas avec moi. Voilà. Alors maintenant, on passe au cas de Donatien. Il m'a posé la fameuse question: comment est-ce qu'on transforme une idée en solution concrète et viable
quand on a de fortes contraintes financières et techniques? Ah, c'est un peu la fameuse question de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on fait quand on est ultra limité en termes de ressources? Alors, la réponse est simple, mais je vais la développer parce que sinon ça va pas l'aider. C'est on fait. Mais ça semble simple, mais c'est surtout on passe à l'action. Alors que en tant qu'entrepreneur, c'est de passer à l'action de ce qu'il est possible de mettre en action dans l'ici et maintenant. Même si c'est petit, c'est pas grave. C'est tout de suite maintenant que ce que je peux faire. Et tout de suite maintenant, c'est pas dans 2 jours. Hein. C'est vraiment tout de suite maintenant que ce que je peux faire. Avec ça, qu'est-ce que ça donne? Puis une fois que ça donne, il peut y avoir des graines que tu peux replanter. Par exemple, la commercialisation d'un produit, une solution, un service, peu importe. Au début, ça peut être, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, ça peut être les personnes que je connais, bouche à oreille, envoyer des mails. Enfin, il y a quand même pas mal d'outils gratuits aujourd'hui. Donc, ça demande pas mal d'huile de coude, mais passer à l'action. Puis une fois que c'est fait, du coup, il y a du chiffre d'affaires qui rentre et du coup, tu replantes une partie de ces graines argent, d'où l'importance de l'argent pour aller plus loin. Évidemment, s'il n'y a pas d'argent et que le sujet, c'est de monter une usine, c'est plus compliqué. Là, il y a quand même l'idée des subventions et autres. Mais c'est vraiment l'idée de commencer par ce qui est accessible. De toute façon, tout ce qui a fonctionné, c'est passionnant les histoires d'entrepreneurs, même à travers les âges. C'est souvent des choses, en fait, même KFC, par exemple, la chaîne fast-food. Au début, donc Kentucky Fried Chicken, ça vient du Kentucky, c'est une recette de famille. Et après, ça c'est aujourd'hui, il y en a partout dans le monde. Donc, la vision, c'est pas d'être tout de suite partout dans le monde, c'est aujourd'hui que ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie de tester, et vraiment comme un champ qu'on laboure, ok, là j'ai une récolte, tout de suite je replante une partie, je me récompense avec une partie, je replante une partie, et je vais plus loin. C'est comme ça que ça fonctionne quand il y a peu de moyens, sachant qu'au final, il y a quand même des moyens, il y a du temps, il y a de l'énergie, éventuellement de l'argent, mais j'entends là que c'est pas forcément ça. La créativité, ça permet vraiment d'avoir des chemins de traverse. Et puis, peut-être c'est ça aussi, c'est de sortir de l'idée qu'il y a une route prédéfinie pour que ça fonctionne. C'est plutôt, un peu comme dans les jeux vidéo. Parfois, dans les jeux vidéo, il y a là. Et hop, si je passe par là, hop, je gagne 3 stades parce qu'il y avait un chemin secret où il y avait le truc qui servait pour plus tard. C'est la même chose l'entrepreneuriat. Si la personne suit la route balisée, c'est pas de l'entrepreneuriat en fait. Il y a besoin d'être créatif pour voir comment faire. Ok. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il y a énormément d'anecdotes d'entrepreneurs connus qui existent et qui illustrent ça vraiment. C'est ok. Pareil, Donatien, si Mais tu... ça peut être intéressant dans le mindset justement de connecter plus à ces histoires, mais pas que les histoires startup tech qu'on a aujourd'hui qui sont très bien aussi, mais même sur des produits plus classiques. Comment c'est né tout ça, l'histoire derrière, la résilience qu'ont eu ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir forcément, mais ça vient souvent quand même de là j'ai envie, j'ai besoin de dépasser quelque chose. C'est très inspirant de se nourrir de ça même à travers les siècles parce que le mindset il reste en fait. Les moyens, le comment change, on n'est plus à la même période. Par contre, le mindset il reste. Quand tu parles à travers les âges, etc., je pense à un podcast qui s'appelle Guerre de business et qui raconte comme ça des grandes rivalités et ils expliquent comment ils partent d'une solution, puis après ils vont rencontrer leurs concurrents. Enfin, c'est très passionnant et je pense que ça peut illustrer justement ça. Mais écoute, on commence à arriver à la fin des questions, Claire. C'est passé hyper vite. Je crois qu'on est quasiment à 1 heure. Je sais pas si tu as un dernier conseil peut-être pour nous pour si on veut se lancer, etc. Sachant que peut-être que le plus dur c'est justement de prendre la décision de se lancer. Mais si tu avais un dernier conseil à nous donner, c'est quoi? Oui, c'est vraiment de lâcher l'idée de la perfection ou du chemin qui est déjà tracé. C'est d'abord faire le passage à l'action. Et je vais citer quelque chose pour le coup, on trouve beaucoup dans la tech, startup tech, c'est 1 vaut mieux que 0, en fait. Vaut mieux faire que pas faire. Et on s'en fiche que ça soit pas bien fait. Faut faire, faut mettre du mouvement. Puis après, ça s'affine. Et même avec le pas parfait, déjà, ça apporte de la valeur aux personnes. Et ça peut être aussi un deuxième point, c'est connecter à la valeur qu'on apporte. Parce que quand il y a des peurs, c'est plutôt entre soi et soi. Mais si la personne se dit ça va apporter ça à telle personne, tout de suite, ça donne de l'énergie. Parce qu'on sort de ce qu'on appelle l'ego, pas au sens négatif, mais c'est le soi, pour être plus dans que ce que je transmets, comment j'impacte. Ok. Bon, hyper clair. Merci beaucoup. Merci infiniment, Claire, pour Avec toutes plaisir, Julien.
ces clés de coaching et ton regard. Alors, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et ton regard si lucide sur cette réalité, j'ai écrit une conclusion qui te fait un florilège de conclusions. Non, mais moi, ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est que voilà, l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec les clichés. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas parfait. C'est un espèce de chemin un petit peu bizarre avec la métaphore des passages secrets que tu as utilisé, beaucoup de système D. Et ça Voilà. peut être extrêmement fun. Je pense que c'est ça Ouais. aussi important de garder, c'est on le fait aussi parce que c'est fun. C'est bien les challenges. Bah ouais, c'est clair. Non, mais je pense que ouais, c'est pour ça. Alors, je m'inclus dedans, mais oui et non. Mais c'est pour ça que les entrepreneurs et c'est pour ça qu'on fait ça. Mm. Et si, à mon avis, s'il y a bien un moment idéal pour tester des idées, justement, faire des erreurs, pivoter, etc. C'est peut-être quand on fait ses études. Donc peut-être que c'est un moment qui paraît inopportun et en fait non. Ça peut Mm. être un très bon moment pour essayer, d'autant plus avec l'écosystème de Densa par exemple, ou d'une école de commerce, mais on va dire Densa parce je suis très corporate. Donc encore une fois, un immense merci à toi. Moi mais merci beaucoup. Et j'ai un dernier mot pour les auditeurs. Que vous soyez étudiant avec une idée en tête ou déjà lancé dans l'aventure, est-ce que cet épisode vous a fait réaliser, pardon, que vous étiez vous aussi entrepreneur sans le savoir? Quels sont les freins ou les blocages qui vous empêchent encore de passer à l'action? Comment est-ce que vous pouvez contourner ça? Dites-le nous en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur LinkedIn. Nous lisons tous vos retours. Même Claire, est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn? Oui, tout à fait. Alors déjà, dans les réponses, vous pouvez me taguer. Donc Claire Delpech, Delpech, comme le chanteur, même si ça date des années 70. Et oui, je communique énormément, Instagram, YouTube, TikTok, j'ai mon site internet, clairedelpech.fr. Voilà, c'est vraiment simple de retrouver du contenu. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi sur l'argent, donc ça peut faire écho à ce qu'on a évoqué avec grand plaisir. N'hésitez pas à me taguer, même dans vos réponses, je vous répondrai avec plaisir. Bon, bah, trop bien. On mettra tout ça en description du podcast, comme ce sera beaucoup plus facile pour tout retrouver. Si l'épisode vous a plu, partagez-le à un ami qui a besoin d'un déclic. Vous nous laissez 5 étoiles, bien évidemment, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de On a marché sur la Lune. Prenez soin de vous, passez à l'action et à bientôt.